On sait peu de choses sur ce peintre. Les monographies sur lui sont plus des sortes de confessions qu'autre chose. Savoir qu'un critique d'art aime Twombly, ça fait un peu ni chaud ni froid. Des infos factuelles seraient le bienvenu. Malheureusement, la langue de bois et la culture du secret qui règne sur l'art contemporain ne permettent pas cela. Twombly naît à Lexington, en Virginie, aux États-Unis, en 1928. Son père est joueur de baseball, assez célèbre. À 14 ans, Twombly étudie les beaux-arts dans la classe de Pierre Dorat pendant 4 ans. Dorat est un peintre franco-espagnol et surtout parisien installé aux USA pour suivre sa femme qui est américaine. Donc Twombly a un contact avec la peinture européenne déjà assez tôt. Il part ensuite faire ses classes en 47 à l'école du Boston Museum. Apparemment il adore le mouvement Dada, Kurt Schwitters en particulier. Il saute à pieds joints dans la modernité européenne donc, et la découverte de Giacometti et Jean Dubuffet confirme cela très vite. Pendant ses études, il rencontre enfin d'autres personnes qui semblent avoir la même conception du rôle de l'artiste. En 1950, il voit les expositions de Betty Parsons et la Kunstgalerie, où se trouvent Roscoe, Pollock, Motherwell, entre autres. Il devient artiste en résidence au Black Mountain College, en Caroline du Nord. Motherwell est présent, lui aussi. Grâce à cela, il peut faire sa première exposition personnelle en 51 et une seconde qu'il partage avec Motherwell à la fameuse Kunstgalerie encore. Il part ensuite à l'assaut des musées italiens avec son ami photographe Robert Rauschenberg. Il a en effet reçu une bourse conséquente du musée de Lexington. Il visite donc Rome, Sienne, Venise. Au retour, il s'installe à New York. Ils partagent tous les deux un atelier. Et c'est alors que Twombly s'attelle à peindre toute une série de tableaux qui se voient exposés immédiatement à la Staple Gallery, avec finalement assez peu de succès. Il s'inspire à ce moment-là du musée ethnographique de Rome. Visiblement, ça l'a marqué. Donc on voit que qu'il se rattache aux abstraits new-yorkais bien connus, et pourtant il a encore du mal à s'en extraire, il reste une sorte de second couteau. En 53-54, il perd un an de sa vie à l'armée, stationné à Washington. Il trouve ensuite un poste de professeur. On ne sait pas ce qu'il enseigne, on ne sait pas non plus où, c'est assez typique des éléments biographiques qu'on trouve sur lui. Toujours est-il qu'il expose à New York, et finalement il abandonne tout. Il part en Italie, il s'installe sur l'île de Procida, puis à Rome. C'est alors qu'il se met en ménage avec la riche Tatiana Franchetti, fille du collectionneur Giorgio Franchetti, collectionneur d'art moderne. Il expose de temps à autre la Galleria la Tartarugua à Rome. Dans les années 50, c'est là qu'il se met à faire un dessin automatique, qu'on met déjà dans son style typique, personnel. Il dessine dans le noir pour trouver la liberté du trait, réaliser quelque chose d'intuitif. Il mélange les outils sans distinction, sans logique. Il va utiliser ainsi la craie grasse, de l'huile, du pastel et des crayons de couleur, peu importe, du moment que c'est rapide et facile à utiliser.
Ainsi donc, vit-il entre New York et Rome, où se trouvent ses galeristes. Il a droit à une rétrospective au Whitney Museum en 1977. Il a 50 ans. La préface du catalogue d'exposition est rédigée par le philosophe français Roland Barthes. Les sujets mythologiques empruntés par Twombly ne pouvaient qu'intéresser Roland Barthes, mais ce que ce dernier écrit sur le peintre n'est vraiment pas passionnant, même plutôt confus et abscon. Je comprends pas bien ce qu'il a voulu nous dire. Il existe un article sur le sujet, ça se trouve facilement sur internet, et 10 ans plus tard, c'est un déluge de décoration. En 1987, il est élu membre de l'American Academy and Institute of Arts and Letters, nommé chevalier des arts et des lettres à l'occasion de son expo au Centre Pompidou à Paris. Le musée de Philadelphie lui consacre une salle personnelle. En 1993, il devient docteur honoraire de la Washington and Lee University à Lexington, puis c'est l'exposition au MoMA, et c'est un grand succès. Dominique de Ménil fait construire un musée Twombly à Houston par Renzo Piano, le fameux, et il y avait déjà créé la Roscoe Chapel, souvenons-nous. Enfin, Twombly voyage au Japon où il reçoit le Premium Impérial, une sorte de prix Nobel des artistes, mais ça n'a pas l'importance que l'on croit quand on voit que des gens comme Martial Rice ou Liu Fan l'ont obtenu eux aussi. Et pour couronner sa carrière, il gagne le Lion d'Or à la Biennale de Venise. En 2007, il est l'objet d'une affaire amusante. Une touriste cambodgienne embrasse une de ses toiles exposées à Avignon. Elle laisse une belle trace de rouge à lèvres dessus. Le propriétaire fait un procès. Il gagne 1000 €. Les frais de restauration ajoutés, la malheureuse arrive à environ 20 000 € de sa poche. Twombly touche 1 euro symbolique. La cote de l'œuvre en question s'élève à 2 millions quand même. L'une de ses dernières œuvres, c'est finalement le plafond du Louvre, en 2010. C'est de lui et pas de lui, plutôt ses assistants, en fait on sait pas trop, du moins c'est ce qu'en dit le personnel du musée. Il utilise un bleu Giotto et peint des boucliers avec des noms de sculpteurs grecs. Bleu Giotto parce que le peintre en question l'utilisait à Padoue pour la chapelle Scrovegni. Il meurt en 2011 à Rome. Il fait alors étrangement don de quelques 300 œuvres à la Tate Gallery de Londres. C'est pas trop d'où sort ce don, il n'avait pas d'acquaintance particulière avec la Tate. Le fisc américain aurait aimé récupérer les œuvres laissées en Europe, mais l'Italie ne semble pas vouloir lâcher le morceau. C'est marrant parce qu'il y avait plusieurs articles là-dessus à sa mort et je les trouve plus, ils ont disparu d'internet, je sais pas ce que c'est devenu tout ça.
Il existe chez Twombly une culture du secret, longuement entretenue. Les rares photos de lui sont du fait de ses amis. Il n'accorde pas d'entretien et sans doute y est-ce pour quelque chose dans son succès tardif par rapport à ses comparses américains. Il devait penser que son œuvre méritait ce mystère, ce silence. Il y a quelque chose d'incompréhensible, de l'ordre de la contemplation d'un passé antique, de valeurs perdues. On ressent parfois plus intensément quelque chose qu'on ne comprend pas, d'où ces titres faisant référence à des personnages antiques, gréco-romains, sur des toiles parfaitement abstraites. Il utilise toutes sortes de techniques dans sa peinture, cependant les plus courantes restent l'humidification de la toile. Il applique en outre une huile très diluée par-dessus et dessine plus qu'il ne peint. Il utilise pas mal le crayon, il écrit parfois les titres sur la toile directement, en grand. Son style se veut minimaliste, souvent ce sont des toiles entièrement blanches, où explose une fleur couleur de sang, une force gestuelle à arracher les yeux. Ces fleurs, il semblerait que ce soient des roses, belles et piquantes, peut-être nous montrent-ils leur dangerosité ou leur pourrissement. Malgré son caractère très original et homogène, l'œuvre de Twombly serait à rapprocher de ses compatriotes Franz Klein ou Philippe Guston. Connaît une petite postérité en ce moment puisque certains artistes contemporains le copient sans vergogne et capitalisent sur son succès, je pense à des gens comme Christian Rosa. Bon, il faut bien le dire, et il est parfois pas loin du foutage de gueule, hein. Ces lignes rouges ou blanches des années 1990-2000, ou certaines de ces cultures, il faut bien chercher pour y trouver quelque chose. Il donne parfois raison aux sceptiques de l'art du XXe siècle et par extension de l'art contemporain. Parce que voilà, nous ne voilons pas la face, on reste bien conscient de l'arnaque chez plus de 90% des artistes. Quand un artiste a besoin d'expliquer sa démarche pendant 200 pages ayant anguille sous roche, ce constat s'applique à toutes les périodes de l'histoire de l'art en fin de compte. Hélas, on a tendance à le limiter aux bouffonneries des foires d'art contemporain. Bref, je pense qu'il y a une époque où les neurosciences envahissent tous les champs de la recherche et de la société, où les médicaments sont la solution à tous les problèmes, où l'on prétend que la croissance économique va tous nous sauver d'un péril certain. Je pense donc intimement que le mysticisme d'un Cy Twombly peut apporter quelque chose d'intéressant, une perspective apaisante,